Bonjour à tous, bienvenue. Nouvelle rencontre de la Fabrique des formats. Aujourd'hui, une rencontre ouverte à tous. On en fait quelques-unes comme ça dans l'année. Celle-ci en fait partie. Donc on est très heureux d'accueillir à la fois les habitués, les adhérents de la Fabrique, mais aussi les nouveaux qui nous rencontrent pour la première fois. Enchanté. Bonjour à tous. Alors il fallait bien ça aujourd'hui, une rencontre ouverte à tous pour le thème du jour, puisque c'est un thème un peu transsectoriel d'une certaine manière. Le métaverse, les NFT, voilà des thèmes assez scrutés aujourd'hui dans beaucoup d'industries. La culture de médias, du numérique, mais aussi évidemment des écrans, de l'audiovisuel. Et tout l'enjeu aujourd'hui va être de savoir à quel point justement ces outils sont compatibles avec la production de contenu. Alors, on va évidemment d'abord rappeler ce que sont aussi ces outils exactement pour bien comprendre de quoi on parle. Et quand je dis on, c'est évidemment pas moi, c'est Frédéric Lefray, président de ITA Conseil, qui est ici parmi nous, donc Immersive Talent Agency. Merci de ta présence, Frédéric. Merci à Et, vous. et voilà, et juste avant de te laisser du coup la parole, 3 points d'ordre organisationnel. Vous l'avez vu, donc la rencontre est enregistrée. Elle sera donc disponible en replay. Euh, Deuxième point, on verra, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les poser. Je pense que Frédéric sera un plaisir de vous répondre sur ces différents éléments voilà, à la fin, au cours de sa présentation de ce webinaire. Et puis, troisième point, voilà, il s'agit donc d'une rencontre introductive d'une certaine manière sur le sujet et qui donnera lieu à une formation par la suite. J'imagine que Frédéric en parlera. Mais voilà, donc n'hésitez pas aussi, si vous étiez intéressé pour approfondir le sujet, à nous en faire part, à nous le dire, pour suivre par la suite les différentes formations qu'on peut vous offrir sur ce sujet. Voilà, je te laisse la parole, Frédéric. Eh ben, écoute, merci à vous deux et puis merci à tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Donc, je vais tenter pendant cette heure de démystifier un peu ce que vous entendez actuellement et ce que vous pouvez lire dans la presse sur les avatars, les métaverses, le métaverse, les NFT, la blockchain, etc. Donc, je vais essayer d'être le plus pédagogue possible, mais surtout vous expliquer quelles sont les incidences directes aujourd'hui et demain sur la fabrication de formats. Et justement, une grande marque de luxe avec laquelle je travaille aujourd'hui me disait par rapport au métaverse, à la réalité virtuelle et autres opportunités technologiques, c'est qu'aujourd'hui, ils deviennent des marques d'entertainment. Voilà. Et que leur objectif, c'est de produire du contenu, des formats pour pouvoir véhiculer et promouvoir l'image de la marque, évidemment parce que c'est des marques déjà à forte notoriété. Mais voyez, ils arrivent un peu, pour eux, ils deviennent des producteurs de contenu comme vous l'êtes aujourd'hui, sur des formats un peu différents, voire que. Alors, je vais. Là, vous voyez bien, juste que ça a bien changé. Alors, c'est parfait, je continue. Donc moi, je suis un spécialiste du marketing digital. On a créé il y a 3 ans un cabinet pour accompagner les marques dans les stratégies d'usage. Vous le verrez, je vais le dire souvent, moi je suis contre l'effet waouh. Moi, l'objectif, c'est de créer des stratégies pour que les gens pour que ça génère une récurrence, pour que les gens puissent revenir dans vos espaces. Et pas uniquement, ils viennent, ils voient de la lumière, c'est super, mais après, une fois qu'ils sont venus, ils ne viennent plus jamais. Alors, l'objectif, c'est vraiment de concevoir un usage pour optimiser la récurrence de la consommation. Et ça existe déjà. Vous voyez, on va déjà rentrer dans le vif du sujet. Alors, pour l'instant, dans d'autres domaines, la France est en avance. Par contre, pour l'audiovisuel, aujourd'hui, c'est plutôt les États-Unis et vous allez le voir tout de suite. Alors, vous connaissez tous l'émission Masqueverse, qui est aussi une émission qui a été adaptée en France, qui dès maintenant, donc depuis maintenant le début de l'année, vous voyez, c'est très jeune, mais c'est parti. Ils permettent aux téléspectateurs d'acheter des NFT, donc je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est, de Mask Singer, mais surtout, les NFT vont leur permettre aux personnes qui l'ont, donc c'est Fox qui fait ça, de pouvoir activer des expériences physiques. Donc, ils vont assister à des enregistrements, ils vont pouvoir donner leur avis avant les autres, ils vont pouvoir tester des formats d'émission. Voilà. Vous voyez, euh, certains peuvent croire que c'est dans 5 ans, dans 10 ans. Aux États-Unis, déjà la Fox a lancé les premiers NFT d'un jeu audiovisuel. Donc, c'est les premiers à avoir fait. Donc, à mon avis, je pense que d'ici 2-3 mois, on va voir poindre d'autres jeux et d'autres marques, par exemple, et qui vont tout de suite aller au NFT. Donc voilà, avant de vous expliquer ce qu'est la NFT, le métaverse et tout, je voulais déjà vous dire qu'on est déjà dans le réel et que ce n'est pas uniquement un objectif.
les Américains sont déjà rentrés et vous verrez tout à l'heure d'autres exemples très concrets. Alors, le métaverse, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors d'abord, on va revenir un peu à l'étymologie, hein, c'est autour de l'univers. C'est surtout un monde numérique où les humains finissent par vivre et interagir en se superposant au monde physique. Donc, il n'y a pas un métaverse, ça n'existe pas, il y a des métaverses. Il y en a plein, et vous verrez tout à l'heure, il y a des plateformes aussi de métaverse. Donc, c'est vraiment un univers pluridisciplinaire avec plusieurs technologies. Alors, d'où ça provient tout ça? Ça provient d'un petit secteur, hein, qui compte juste 3,2 milliards de joueurs. Vous imaginez, hein, la population mondiale est entre 6 et 7 milliards et on a la moitié qui joue aux jeux vidéo. Pourquoi? Parce qu'avant, on jouait aux jeux vidéo tout seul devant son écran. Maintenant, on joue aux jeux vidéo en réseau. Et donc, le jeu vidéo est devenu aussi un réseau social. C'est-à-dire que pendant que vous jouez, vous discutez aussi avec d'autres joueurs, avec vos amis, mais sur des thématiques qui ne sont pas forcément la thématique du jeu vidéo tout en jouant. Avant, on achetait un jeu vidéo dans une jaquette et on jouait. Aujourd'hui, on s'abonne à des plateformes pour jouer et les plateformes ont bien compris parce que en plus de l'abonnement, on vous propose d'acheter des points, des épées, des armes supplémentaires qui vous permettent de monter dans les niveaux. Et ces armes supplémentaires, c'est évidemment ce qu'on va appeler tout à l'heure, vous allez le voir, des collectibles. Hein, donc, ça veut dire ce sont des pixels, c'est des objets en pixels que vous allez mettre sur votre avatar qui va vous permettre de jouer aux jeux vidéo. Et donc, ça a fait quoi comme conséquence? C'est que tout simplement, aujourd'hui, donc vous prenez les 3 milliards de joueurs, vous en avez 20% de ces 3 milliards, donc à peu près, on va dire, des centaines de millions de joueurs qui, chaque jour, donc écoutez bien, chaque jour, achètent une tenue numérique pour changer la tenue de leur avatar. Donc, vous imaginez le marché énorme. Et ça fait à peu près une dizaine d'années que les marques ont commencé à investir le gaming. Et donc, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle une gamification de la relation avec le prospect, avec le client. Alors, si on en a autour de la table Zoom, si je peux dire, des personnes qui aujourd'hui fabriquent des formats de jeux, il faut savoir que la gamification est présente partout. Elle est présente dans le luxe, elle est présente dans la formation, elle est présente dans le retail. Donc, de plus en plus, on va sur un storytelling de la gamification. Et c'est ce que les marques vont rechercher tant sur les jeux vidéo que dans les espaces immersifs. Donc, les talents que vous cherchez aujourd'hui de storytelling et de gamification, ce sont des talents aussi qui sont recherchés dans toutes les industries qu'on connaît aujourd'hui et qu'on connaîtra davantage demain. Alors, vite fait, on arrive au Web 3.1, hein, donc vous vous rappelez pour les plus anciens d'entre nous, le Web 1.0. Hein, je vous rappelle, en 1995, c'est la première marque qui crée un site Internet, une marque connue. Après, on a eu le Web 2.0 hein, qui est sur le social. Et là, aujourd'hui, on est sur du Web 3.0, alors qui permet quoi? D'abord, une décentralisation, des sites ultra personnalisés. Donc là, on est vraiment centré sur l'utilisateur. On en parlera plus tout à l'heure. Le fonctionnement décentralisé, c'est la blockchain. Et surtout, et c'est ça qui compte, et c'est ça qui est important sur les formats que vous produisez, c'est surtout le besoin d'une interactivité très forte. C'est-à-dire, je ne veux plus être passif devant un contenu, que ce soit une musique, que ce soit une production, un documentaire, un jeu, je veux être actif par rapport à ce contenu. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a le Web 3.0, il y a la blockchain NFT et les AR. Donc, la technologie blockchain NFT, DAO, on va voir ça. On a la réalité virtuelle, on a les avatars, donc on verra plusieurs avatars, et surtout, on a la réalité augmentée. Aujourd'hui, la réalité augmentée, c'est la réalité la moins chère, la techno la moins chère et la plus interactive que vous pouvez déjà mettre aujourd'hui. Aujourd'hui, vous faites un jeu. Alors, je sais qu'il y a une dizaine d'années, on jouait avec les SMS et tout. Aujourd'hui, pour même pas 15 000 euros, je peux avoir, avec mon téléphone portable, passer devant l'écran de ma télé ou l'écran de mon ordinateur et interagir avec des liens qui me sont envoyés, des pop-up avec des vidéos, de la 3D, des sondages évidemment, mais surtout je peux interagir ou dire bah voilà, ça va se terminer comme ça, ce joueur-là. Donc déjà aujourd'hui, vous pouvez, sans aller dans les métaverses, vous pouvez déjà aujourd'hui faire de l'immersif avec de la réalité augmentée. Donc, les fondamentaux, c'est que
aujourd'hui, on a des créateurs qui se réunissent pour créer des expériences numériques immersives. On est bien d'accord que l'on n'est pas là pour faire à la place de ce qui existe aujourd'hui. L'objectif sera jamais de diffuser un jeu, de diffuser une série, de diffuser un documentaire dans le métavers. Ça n'a aucun intérêt. C'est quoi? C'est tout simplement des stratégies de relais de croissance pour vous permettre de faire des recettes complémentaires et d'enrichir l'expérience que vous avez avec vos fans. Pourquoi? Parce que tout repose sur la fanbase. Donc, l'objectif, c'est de cultiver votre communauté, hein, comme vous faites, j'imagine, tous aujourd'hui sur Instagram et sur TikTok. C'est que les générations Z et les générations alpha, la différence des millennials, les millennials, ils scrollent, les Gen Z et la alpha sont des générations qui fonctionnent en tribu. Et pour eux, la tribu, c'est de l'horizontalité, c'est de la co-création et c'est du partage. Et donc, le métaverse, aujourd'hui, permet de faire ça. Alors, par rapport aux fondamentaux, un truc très simple. D'abord, singer le monde réel, oui, on le limite, mais ça ne doit pas être une copie. Aujourd'hui, moi, j'ai des marques qui veulent faire un magasin dans le métaverse, ça ne sert strictement à rien. Diffuser un documentaire dans le métaverse, ça ne sert à rien. Il faut gamifier une expérience. C'est-à-dire que je vais y aller parce que je connais l'univers de ce documentaire, mais grâce à ce que vous allez me proposer en immersif, regardez par exemple ce qu'a fait à Paris et dans le monde la Casa del Papel avec un escape game, où évidemment ça s'est arrêté parce qu'il y a eu après différents épisodes de Covid, mais l'escape game de la Casa del Papel, c'était blindé. Parce que on n'a pas on ne fait pas la place d'eux, c'est du complémentaire, c'est de l'enrichissement. Ensuite, ça doit être accessible par un moyen numérique. Alors, aujourd'hui, beaucoup de métaverses, il n'y a pas besoin de prendre un casque 3D. Il n'y a que 2-3 espaces où aujourd'hui on prend un casque 3D, notamment Horizon World de Meta et d'autres. Mais on va parler tout à l'heure de Roblox, de Sandbox, de Decentraland. Ce sont des espaces où aujourd'hui, vous le faites avec, vous pouvez revenir avec un ordinateur, avec votre télévision si elle est connectée et avec vos téléphones portables. Autre fondamental de persistant, c'est tout simplement, c'est quand vous partez du métaverse, lui continue de fonctionner. Donc, il faut que vous compreniez bien que le métaverse, il est mondial et qu'il fonctionne 24 heures sur 24. Donc, si vous avez une expérience que vous proposez et que vous la programmée uniquement dans le fuseau français, ça ne sert à rien. Elle faut qu'elle fonctionne 24 heures sur 24. Et enfin, si je puis dire, hein, le plus fondamental des fondamentaux, c'est de matière un lien avec IRL. Alors, IRL, ça veut dire In Real Life. Ce qui est assez savoureux, c'est que l'acronyme de In Real Life veut dire irréel. Donc, voilà. Mais c'est vraiment du réel. Ça veut dire que si je fais une expérience dans le métaverse, il faut toujours qu'elle soit reliée avec une expérience présentielle. Voilà, ça ne doit pas être décorrélé. Et ça provoque un effet que vous devez connaître si parmi certains d'entre vous jouent aux jeux vidéo, c'est ce qu'on appelle l'effet FOMO. C'est-à-dire qu'on a envie, on est addict, quoi. On devient addict et on veut toujours revenir parce qu'il y a toujours du nouveau. Et donc, ce qui veut dire aussi que c'est compliqué, mais c'est exactement la même démarche que pour les réseaux sociaux, c'est qu'à partir du moment où pour un documentaire, un jeu, une fiction, on commence à faire des réseaux sociaux, on ne peut pas s'arrêter. Voilà. Alors, pour tout ça, il y a un peu de techno. Alors, la blockchain, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous sont férus de blockchain, je vais essayer d'être le plus pédagogue possible. Donc, la blockchain, c'est un système décentralisé qui garantit une sécurité, une transparence, une traçabilité. Donc là, dans l'exemple, vous avez A qui effectue une transaction vers B. Donc, plusieurs transactions se regrouper dans un bloc. Le bloc est validé par des nœuds du réseau. Ça veut dire que la validation ne se fait pas uniquement par un endroit, mais se fait par plusieurs endroits à la fin. Et après, on ajoute ça à une chaîne de blocs et B reçoit la transaction. Donc, s'il y a quelque chose à retenir, c'est que c'est transparent, traçable et que quand vous rentrez dedans, votre identité est aussi coparrainée par l'ensemble des personnes qui sont sur la blockchain. Donc, le registre, il permet de stocker et d'échanger des informations de manière sécurisée et fiable, on en a parlé, de distribuer, et vous le verrez après sur le PowerPoint. Et on a ce qu'on appelle les mineurs, donc vous entendrez parler des mines. Donc, ce sont des utilisateurs qui vont valider vos protocoles. Et dans tout cet univers blockchain, on a aussi de la crypto-monnaie qui permet de payer les achats. Quand, par exemple, dans la blockchain, il y a ce qu'on appelle les smart contracts, donc c'est
un programme qui permet de définir les règles d'utilisation de ce que vous allez faire sur la blockchain. Par exemple, si demain vous faites un NFT, on va le voir juste après, pour le NFT, vous allez faire un smart contract. Donc, vous allez dire, par exemple, mon NFT, quand il sera vendu, c'est-à-dire si quelqu'un l'achète et veut le recéder, moi, je décide, si la personne est d'accord, donc elle est obligée d'exécuter le smart contract parce que c'est automatique, moi, je désire qu'à chaque session, je touche 20% de la somme de la session. Et ça, pendant ad vitam aeternam. Ça veut dire que peut-être dans 25 ans, si quelqu'un a vendu votre NFT qui coûtait 8 euros dans 25 ans, il est échangé entre 80 000 et 90 000, eh ben, vous allez encore toucher, comme des droits d'auteur, sur la session de l'époque. Donc, on sait, ce qui est intéressant, c'est que sur la blockchain, alors là, c'est pour l'instant, mais je pense que ça va arriver, la réglementation, c'est anti-RGPD, hein, parce que la blockchain, étant donné que c'est transparent, vous savez ce que chacun fait. Quand la personne vient, vous savez qui elle est. Si elle va dans un univers, vous savez exactement à la seconde près tout ce qu'elle a fait. Donc, je pense que là, le RGPD va arriver aussi. Alors, pourquoi c'est une meilleure, ça permet des recettes complémentaires et des relais de croissance. Alors, d'abord, meilleure traçabilité des œuvres. Donc, par exemple, si vous mettez des expériences par rapport à vos œuvres, vous saurez, pareil sur les NFT, vous saurez qui l'a acheté, où c'est, où ça en est. Transparence dans la gestion et la répartition des droits et des paiements. Donc, justement, on disait que la fabrique des formats qui vont aussi commencer à expertiser toutes les problématiques juridiques parce que, par exemple, dans le secteur de la musique aujourd'hui, la blockchain va désintermédier la relation entre un artiste et l'auditeur. Demain, on peut très bien réfléchir, et aux États-Unis, ça commence déjà, sur la blockchain à désintermédier la relation entre le réalisateur et le producteur d'un format et la personne qui consomme le format. Et évidemment, de désintermédier, ça veut dire que le diffuseur n'existe plus. Et ni le streaming, style VOD, Netflix, etc. Vous avez directement la relation. Ensuite, c'est une clarification sur les apports de chacun dans le processus créatif, parce que rien ne vous empêche dans une blockchain de réfléchir à un jeu et de faire co-créer le jeu avec les participants de la blockchain, et même aller plus loin, leur céder des royalties parce qu'ils ont participé à la co-création du jeu. Donc en même temps, vous pouvez aussi avoir un espace de co-création pour tester et expérimenter de nouveaux jeux. Et je parle bien de jeux audiovisuels. Évidemment, je vous disais, suppression des intermédiaires. Donc les droits d'auteur vont être impactés parce que la traçabilité est plus simple. Donc, et surtout, c'est que la traçabilité est mondiale et immédiate à la seconde. Et surtout, par rapport à vos fans, ça permet de mieux connaître le public et évidemment d'adapter les formats en conséquence. Donc, on arrive maintenant, alors là, c'est la partie un peu théorique, hein, puis après, on va dans le pratique, ne vous inquiétez pas, sur les NFT. Donc, les NFT, c'est un fichier de pixels. Ça peut être une image, un son, de la 3D, hein, donc une image que vous mettez en 3D. Ça peut être un scan, un PDF, ce que vous voulez. Ça peut être aussi un extrait d'un de vos formats. Ça peut être, par exemple, une image culte d'un jeu, une image culte. Alors, ça peut être une image, quand je dis une image vidéo, hein, ça peut être un extrait culte plutôt, ou une image d'un jeu télévisuel, d'un documentaire, d'une fiction. Voilà, ça peut être tout ça que vous allez mettre dans un NFT, que les gens vont pouvoir acheter, et en contrepartie de quoi ils pourront le céder et faire, j'allais dire, de l'investissement, mais ça, c'est un autre domaine, ce n'est pas le domaine qui nous intéresse aujourd'hui. Mais surtout, ils vont acheter avec ça, grâce au smart contract, ils vont acheter des expériences que vous allez leur offrir. Donc, par exemple, sur un jeu, grâce à ça, ils pourront assister, par exemple, pourquoi pas à l'écriture d'un jeu pour les NFT les plus premium. Pourquoi pas assister à un jeu en direct dans un plateau. Pourquoi pas interagir davantage que les autres sur le jeu. Voilà, donc il y a des millions d'expériences à imaginer et à proposer. Donc, aujourd'hui, aux États-Unis, il y a une marque qui est en train de réfléchir à carrément mettre en NFT les droits de distribution des formats. Donc, pour acheter mon format, j'achète un NFT. Et donc, évidemment, tout ça sur la blockchain. Donc, vous voyez que même l'économie, où on se dit au début, ouais, c'est un truc 3D, ce type méta de Facebook, avec des avatars, ça va être rigolo et tout. Mais non, au-delà de ça, à côté de ça, plutôt, on a toute une gestion de l'économie des droits, et notamment la musique, mais surtout aujourd'hui, ce qui nous concerne les droits des formats, où le NFT sera
un support pour gérer les droits de diffusion. Alors évidemment, avec des incidences fiscales, des incidences juridiques. Alors là, je vous dis, pour l'instant, c'est un peu no man's land, mais évidemment, c'est l'usage qui va créer le droit. Et donc, celui qui va être le plus fort à créer un usage, le droit va s'appliquer sur l'usage, comme ça se passe généralement. Alors aujourd'hui, quand on va parler à la Gen Z et à l'Alpha, on leur dit quoi? On leur dit quel type de NFT possédez-vous, vous avez déjà acheté ou vous avez envie d'acheter. Qu'est-ce qu'ils mettent dedans? Une œuvre artistique digitale, une photo, une vidéo, de la musique. Et dedans, il y a aussi, vous voyez, un objet, un personnage lié à un jeu vidéo. Mais d'abord, dans les 51%, on a aussi les extraits. Alors après se posera la problématique. Nous, on avait, parce que on avatarise aussi, nous, des stars de cinéma pour qu'ils puissent être présents soit dans des jeux, soit être présents dans des placements de produits, etc. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, j'avais une star moi, qui me dit, voilà, moi j'ai fait un film très très connu, une star française, et moi je voudrais faire des NFT. Ce que je vais faire, c'est que la scène culte que tout le monde connaît de moi dans ce film, je voudrais la prendre et la mettre à NFT. Et c'est là que je lui dis, oui, mais vous êtes bien gentil, mais ce n'est pas vous qui possédez les droits, c'est le producteur. Donc aujourd'hui, vous pouvez très bien, vous, si vous êtes producteur d'un contenu, d'un jeu, d'un documentaire, d'une fiction, entre guillemets, j'aime pas ce terme-là, mais saucissonner ou feuilletonner, entre guillemets, différentes images typiques et cultes de ce que vous avez, et vous pouvez très bien les mettre en NFT. Donc après, se pose la question, évidemment, de la gestion du partage des droits que la blockchain vous permettra d'identifier. Aujourd'hui, je vous disais tout à l'heure que les gamers changent d'avatar tous les jours, un cinquième d'eux. Aujourd'hui, quand on va sur le marché des NFT, qu'est-ce que les gens achètent? C'est des collectibles. Imaginons que je sois fan, on va revenir sur la Casa del Papel ou Mask Singer. Eh bien, demain, je peux très bien avoir un t-shirt en avatar, ce qu'on appelle des skins, hein, des collectibles aussi. Et je peux très bien, vous voyez, aujourd'hui, Mask Singer, pourquoi ils y ont été? Parce que, vous avez vu, c'est très visuel. Les chanteurs sont costumés et on ne voit pas qui c'est. Demain, je fais un NFT de ça. Ce NFT, par exemple, avec le t-shirt ou le masque, je peux très bien le mettre, l'acheter et pouvoir le mettre dans mon avatar pour jouer dans un jeu vidéo ou le mettre dans mon avatar pour aller dans un univers de métaverse et faire une expérience particulière. Ça peut être un masque, ça peut être un vêtement, ça peut être des chaussures, n'importe quoi, des chaussettes, ça peut être une épée, ça peut être tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, les gens qui achètent des NFT les achètent davantage de skins de collectibles, c'est-à-dire de petits objets. Par exemple, imaginons, bon, je vais reprendre encore Casa del Papel, hein, mais imaginons Casa del Papel, vous aimez bien à un moment donné l'univers graphique et design de la série. Donc, on va pouvoir, par exemple, créer un univers sur le métaverse, un land, hein, c'est un terrain avec une maison qui sera complètement designé comme l'univers du jeu. Et à l'intérieur de ça, à un moment donné, je ne sais pas, il y a une chaise qui va être designée pour l'univers de Casa del Papel et une chaise complètement iconique, etc. Ça, vous allez pouvoir très bien l'acheter pour le mettre dans votre univers à vous, métaverse, si vous en avez un. Mais le plus important, c'est que demain, je peux très bien, et je vois que tout le monde veut le prendre, en fiction, c'est un fichier pixel, hein, mais qui est en 3D. Et si je vois qu'il y a une appétence, demain, je peux très bien dire, eh ben, je le construis en réel et je fais une vente éphémère. Et donc, tous les fans vont se battre pour acheter les 10 chaises qui sont vendues dans le monde, estampillées, le nom de la série, etc., etc. Les avatars. Je vous ai mis 3 types d'avatars. Alors, vous avez des avatars réalistes, ce que vous avez à droite, et les avatars hyper réalistes. Là, vous voyez, là, c'est une actrice très connue qu'on a avatarisée. Et si j'agrandissais, on peut même voir le duvet sur sa peau. Et là où on va très loin, c'est que par exemple, on lui a demandé de feindre avec ses yeux la colère, l'amour, le dégoût, etc. Et ce qui fait que ce qu'on va faire, c'est que ces mouvements labiaux, quand on voit l'intelligence artificielle, quand les mots avec une consonance négative, positive, de colère, etc., vont générer le déclenchement de son avatar au niveau des yeux. Donc, ça veut dire qu'on va avoir vraiment l'impression. Ce que vous avez en bas, c'est la campagne Balenciaga. La personne que vous voyez avec ses tresses, c'est un avatar, ce n'est pas une vraie personne. Et à côté, c'est pareil, c'est aussi un avatar. Donc, vous voyez la qualité. Donc, vous avez ce qu'on appelle les avatars hyper réalistes, mais on a aussi des avatars stylisés, pixelisés. Donc, vous avez ceux que vous avez dans Decentraland qui sont un peu réalistes. Après, vous avez des avatars
qui aujourd'hui sont hyper pixelisés comme Roblox, hein, c'est des petits carrés, on a l'impression que c'est des Lego, et Sandbox aussi, où c'est un peu plus stylisé. Et donc, c'est un avatar qui vous ressemble, mais qui n'est pas la copie conforme de ce que vous êtes. Mais ça veut dire que dans vos formats demain, rien ne vous empêche d'avoir des avatars réels combinés avec des vrais personnages. Par exemple, c'est ce que vous avez, alors je ne sais pas si certains d'entre vous sont férus de jeux vidéo, mais quand vous regardez le dernier jeu Matrix sur la PS, quand vous regardez le trailer qu'ils ont sorti, à un moment donné, vous n'êtes pas capable de savoir si Keanu Reeves, est-ce que c'est l'avatar de Keanu Reeves qui parle ou est-ce que c'est le vrai Keanu Reeves qui parle. Et à un moment donné, ils sont tous les deux l'un à côté de l'autre. Donc, c'est aussi une technologie que vous pouvez intégrer à l'intérieur des formats que vous fabriquez. La DAO, ça, c'est quelque chose qui va impacter l'économie de vos métiers. C'est que tout simplement, alors, c'est juste de la techno, mais c'est un concept qui existe là, ce qui s'appelle le capital risque. Ça veut dire que dans la DAO, je vais faire un peu du crowdfunding, hein, c'est-à-dire que je vais créer un format, je vais demander aux gens de mettre de l'argent, de contribuer à la création de ce format. Après, je vais produire ce format. Et si ce format fonctionne, ils vont recevoir des royalties. Et en même temps, ils auront droit à des accès premium par rapport à l'offre que je vais faire sur ce format. Donc ça, c'est quelque chose on en est au balbutiement, mais on peut prendre le pari d'ici 5 ans que les DAO vont permettre à des entreprises comme les vôtres de pouvoir vous lancer dans du capital risque intelligent décentralisé, où vous aurez des gens du monde entier qui vont contribuer à créer, enrichir un format que vous allez fabriquer. Alors, je vois qu'il y a une… Est-ce que tu peux juste me dire, Fiona, les questions, parce que je vois qu'il y a un message. Non, non, c'était juste qu'il y avait un micro. Allô? Oui. Oui. Est-ce que tu peux juste, Fiona, parce que je vois qu'il y a un message. Oui, je crois que Fiona précisait que du coup, il y avait un micro qui était ouvert. Ah, pardon, ok. Bon, bah, Et alors, donc, je poursuis. voilà. N'hésitez pas, vous pouvez m'interrompre, hein, n'attendez pas la fin, hein, ça sera plus enrichissant. Et pour tout ça, on arrive avec ce qu'on appelle des wallets, hein, donc c'est des petits portefeuilles numériques qui vous permettent d'accéder aux univers. Alors, suivant certains univers, il faut que le portefeuille ait au moins un peu de crypto. Dans d'autres univers, c'est un portefeuille où votre crypto, il n'y a pas de crypto, mais par contre, il faut configurer. Parfois, quand on rentre dans certains univers, on vous demande de créer un avatar. Vous essayez de trouver des personnages qui vous ressemblent ou pas, hein, parce que c'est aussi très intéressant de voir qu'il y a des gens qui préfèrent être présentés différemment. Et vous prenez des pantalons, des vestes, des lunettes, des chapeaux, des chaussettes, etc., que vous mettez à votre avatar. Et demain, rien n'empêche, en placement de produit, par exemple, vous êtes à la tête d'un jeu, format jeu ou format d'une fiction, eh ben, au lieu de prendre ce que Decentraland me propose comme t-shirt, je peux très bien avoir le t-shirt à l'effigie de votre héros ou héroïne dans votre fiction ou dans votre jeu que vous allez proposer. Donc là aussi, c'est du relais de croissance. Alors maintenant, les différents métaverses. Alors on a Sandbox, alors, qui est un métaverse français, créé par des Français, qui ressemble beaucoup à un jeu vidéo, qui aujourd'hui est en phase de développement, donc vous pouvez essayer en phase bêta, mais qui sera en phase réelle mi-2023. Alors, vous voyez un peu l'univers, je vous ai mis un peu à quoi ça ressemble. Ensuite, vous avez Roblox, qui vraiment, lui, est un jeu vidéo, mais qui permet de l'interaction, parce que les joueurs sont libres de construire des créations et de le partager avec les communautés du jeu. Donc demain, vous pouvez très bien faire co-créer un univers à l'effigie d'un documentaire, d'un jeu, d'une fiction. Decentraland, qui est aujourd'hui un univers complet avec plein d'expériences, avec plein d'univers. Là, on peut faire des lands avec, vous rentrez dans l'univers de votre jeu, vous avez plusieurs sous-univers à l'intérieur du jeu, où vous allez avoir des expériences de jeu, des expériences de co-construction, des expériences d'échange avec d'autres sur des pratiques par rapport au jeu. Voilà. Donc, vous allez pouvoir faire vraiment de l'expérientiel. Vous avez Zepeto, qui est un réseau social avec Avatar, où vous avez des décors et vous jouez. Alors, comme vous voyez, c'est coréen, évidemment sud-coréen. Donc, Zepeto est en train de beaucoup fonctionner, mais beaucoup sur l'univers de la mode et de la beauté, qui vous concerne moins. Vous avez Exclusible, qui est, vous voyez, ils refont des îles iconiques complètement virtualisées, ils vous vendent des maisons, des îles toutes faites, des plages, etc., qui est vraiment très…
axé sur le luxe, donc c'est vraiment du premium très hype. Horizon World, qui est la plateforme métaverse de Facebook. Aujourd'hui, vous pouvez jouer avec le casque Oculus. Et moi, j'ai testé la semaine dernière la version américaine, qui est la version la plus aboutie. Et il y a des trucs fantastiques, fabuleux à faire. Avec juste la petite note qu'il ne faut pas oublier, c'est quand vous êtes avec un casque 3D, l'expérience ne peut pas durer plus de 20 minutes parce qu'après, vous avez mal à la tête, vous avez envie de vomir pour ceux qui sont très sensibles au bateau ou au transport en train ou en voiture. Donc voilà, donc pour l'instant, alors je ne sais pas dans l'avenir comment ça va dire, mais en tout cas aujourd'hui, il faut compter 15 minutes. Mais vous êtes vraiment immergé dans un univers parce que là, vous avez un vrai casque, donc vous êtes à l'intérieur de l'univers. Et là, il y a le champ des possibles qui est ouvert, et d'autant plus dans un documentaire, vous pouvez rentrer dans la fabrication du documentaire. Voilà, il y a énormément de choses à faire et à construire. Et enfin, les jeux, et c'est là où c'est aujourd'hui le plus important. Vous avez Minecraft, alors vous avez Scott Travis qui a fait un concert dans Minecraft, on se dit, bon, ok, il a fait un avatar, ouais, ok, d'accord. 72 millions de personnes l'ont vu. Donc, imaginez la visibilité. Imaginez demain dans Animal Crossing que vous ayez les égéries de vos jeux, de vos fictions, de vos documentaires. Donc évidemment, c'est un storytelling à créer. Hein. Il s'agit en aucun cas de diffuser dedans, ça n'a aucun intérêt. Ce n'est pas la peine de faire un copier-coller non plus que vous avez sur vos réseaux sociaux. L'objectif, c'est d'offrir une expérience gamifiante, impliquante avec votre public. Et là, vous touchez, avec les jeux vidéo, 3 milliards de personnes. Alors, pas tous en même temps, évidemment, mais juste Minecraft, c'est 200 millions d'utilisateurs différents par mois. 200 millions. Donc, même si vous arrivez dans Minecraft à un moment donné de proposer une expérience qui a du sens avec le jeu sur lequel vous êtes parce que l'univers se rassemble, c'est corrélé, etc., vous pouvez très bien avoir demain 50 millions d'utilisateurs et de vues et qui vous allez ramener sur votre documentaire à voir en réel. Parce que n'oubliez jamais, je me répète, mais c'est l'irréel, donc qui est le réel en français, est toujours relié au virtuel. Donc, c'est toujours des passages. Donc, vous pouvez très bien, avec vos réseaux sociaux, faire, entre guillemets, une stratégie de rabattage pour les ramener sur le métaverse, mais le métaverse peut vous emmener aussi sur les réseaux sociaux ou peut vous rabattre du monde pour aller regarder sur des plateformes ou ailleurs la diffusion de votre documentaire, de vos jeux et de vos fictions. Alors, enfin, dans tout ça, il y a un réseau social qui fonctionne plus que d'autres, qui s'appelle Discord. Discord, ça veut dire que tout ce que je viens de vous dire ne peut pas fonctionner si vous êtes absent de Discord. Alors, Discord, c'est qu'en anglais. C'est des gamers et la problématique des gamers, c'est qu'ils sont très exigeants. Ça veut dire que si vous venez avec vos gros sabots faire quelque chose d'artificiel, c'est boycott et bad buzz. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'acculturer, on en parlera tout à l'heure, pour ne pas faire n'importe quoi. Donc, vous voyez, Roblox, 202 millions, Minecraft, Fortnite, voilà. Et vous voyez qu'aujourd'hui, Decentraland et Sandbox, Decentraland, c'est que 300 000 personnes et Sandbox, 30 000. Donc, vous voyez, il faut relativiser. On est aujourd'hui en 1995, comme si on était en 1995 et que je vous parlais des premiers sites Internet par des marques. Sauf qu'on n'attendra pas de 95 à 2022 pour connaître le e-commerce qu'on connaît aujourd'hui, ça ira plus vite. Ça va venir d'ici 5 ans, donc ça va aller très, très vite. Alors, maintenant, les productions. Alors, l'objectif, vous allez par exemple vous proposer un jeu ou un documentaire. L'objectif, c'est que votre documentaire ou votre jeu, il va avoir un moment T. Alors certes, vous pourrez le revisionner, mais il y a juste un moment T, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je consomme ce produit, point. Donc, j'ai une durée limitée. Ce qu'on peut très bien avec les NFT, le métaverse, aujourd'hui, c'est proposer en amont de la diffusion ou de la consommation de votre programme tout un univers immersif qui va être une sorte de teaser vers le moment T de la consommation du programme. Et pareil, en aval, permettre la poursuite de la consommation que j'ai eue avec votre documentaire, votre jeu ou votre fiction, et faire durer cette consommation sur 3-4 mois. Donc aujourd'hui, là où vous avez une durée de 30 minutes, par exemple, ou de 50 minutes d'une fiction, je peux très bien imaginer un storytelling d'expérience qui ne soit pas évidemment le copier-coller du jeu, de la fiction, dans quel intérêt, mais je peux le faire 3 mois en amont et 3 mois en aval. Ce qui veut dire que mon exposition par rapport à mon produit
Et donc, la visibilité de la marque, au lieu de l'avoir en une fois, dans une consommation directe, je peux l'avoir sur 6 mois. Je dis 6 mois, ça peut être 3 semaines, 4 semaines, etc. Donc ça, c'est hyper important. Je vais pouvoir amener les publics de vos formats, à les faire participer à l'histoire à un moment donné, à jouer à côté de leurs amis, offrir de vivre un entertainment avant la diffusion pour le programme, ce que je viens de vous dire. Mais cette expérience du programme, elle est continue, donc ça ne s'arrête jamais, elle est monétisable. Je peux acheter des collectibles. Le visionnement de programme deviendra une expérience à vivre et à partager avec sa communauté. C'est-à-dire que, comme c'est un peu déjà le cas, je vais regarder une émission, un format, mais le but, ce n'est pas de le regarder en one-to-one. Le but, c'est de pouvoir le partager avec ma communauté Gen Z et Alpha, qui sont très friands de ce partage dans une communauté. Et enfin, c'est un espace pour storyliser les expériences sur une longue période. Alors, le premier exemple qu'on a vu en France, qui est pour l'instant le seul, c'est France Télé. Donc, il faut être humble, hein, c'est du test and learn. Hein. Donc, France Télé a créé pour les Jeux Olympiques d'hiver l'univers de Stade 2 complètement virtualisé, et dedans, on accédait à des activités, à de la gamification. Comme c'est une expérience, pour l'instant, on n'a aucun ROI, donc on ne sait pas combien de personnes sont venues, combien l'ont utilisé, donc c'est vraiment du test and learn. En Chine, on a la Chandong Television qui prévoit de construire sa propre infrastructure blockchain pour avoir des objets de collection numérique, ce qu'on appelle les collectibles, par rapport à toutes les productions télévisuelles qu'ils vont faire. Et enfin, vous avez peut-être vu que dans Fortnite, hein, qui est un des jeux les plus importants, Star Wars avait diffusé des scènes inédites du film de l'ascension de Skywalker en teaser. Ça veut dire que je me suis servi du métaverse et des jeux vidéo pour faire du rabattage, même si le mot n'est pas très joli, mais il veut bien dire ce qu'il veut dire, de faire du rabattage pour dire, regardez, ça a l'air d'être super intéressant, l'ascension de Skywalker. J'en ai fait un teaser, un trailer, et grâce à ça, j'ai été chercher des gens pour aller voir mon film ou mon documentaire, mon jeu, des gens que j'aurais peut-être pas touché à travers les réseaux sociaux classiques. On a aussi aux États-Unis Sator. Alors, je vous conseille d'aller les regarder. C'est une application sur laquelle les téléspectateurs peuvent entrer les épisodes de séries qu'ils ont visionnés, et en fonction des épisodes que vous mettez, on vous propose des jeux et de gagner, d'acheter des NFT qui peuvent être convertis en dollars. Donc, on rend les épisodes de séries complètement interactifs et immersifs par la proposition d'expérience à travers l'application. Donc, vous avez des NFT. Donc, évidemment, Sator empoche une commission. Il manque un U, mais ce n'est pas grave. Et l'entreprise est en train de réfléchir pour signer des partenariats avec des ayants droit pour créer des NFT à l'effigie du programme. Donc, vous avez été l'ayant droit de Fort Boyard. Demain, on peut très bien retrouver toute une collection sur Sator. Étant donné que Fort Boyard, en plus, c'est une émission qui est connue dans le monde entier, hein, n'oublions jamais qu'on n'est pas que sur la communauté francophone. Mais aussi, si elle va devenir une plateforme en réalité virtuelle où les membres pourront jouer à des jeux, assister à des projections ou participer à des événements proposés par des partenaires, des formats. Donc, vous voyez, ça y est, c'est déjà lancé aux États-Unis avec Sator. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne sais pas, il y a peut-être des startups françaises qui sont en train de réfléchir, etc. Donc, il faut que vous soyez vraiment à l'affût de tout ça. Alors maintenant, les publics, on en a parlé, hein, la gamification. Donc, je vous ai dit que c'était des gens très exigeants qui bad buzz ou boycottent très vite. Et ils mélangent, évidemment, pour eux, c'est le temps de jeu se mêle étroitement à la vie quotidienne. Donc, ça veut dire que leur jeu peut être joué partout. Donc, ça veut dire que quand vous faites quelque chose, c'est la même chose. Je ne sais pas pourquoi j'ai le… Voilà, vous avez la traduction automatique, hein, je n'avais pas demandé, mais bon, c'est pas grave. Les gamers d'aujourd'hui sont habitués à des skins, on en a parlé tout à l'heure. Donc, ça, c'est très important. Je vous rappelle pour ceux, parce que je vois que le temps avance vite et que je suis trop bavard, je vous rappelle pour ceux qui ne connaissaient pas la différence entre les millennials, les Gen et les alpha, elle est simple. C'est tout simplement, les millennials, c'est la génération Y, donc c'est les gens qui sont nés entre 80 et 94. Les Z, c'est entre 95 et 2009. Et enfin, alpha, c'est 2010 et plus. Et que ce sont des générations qui préfèrent les jeux vidéo comme divertissement numérique. Et surtout, le partage et la bonne pratique. Donc, aujourd'hui, par rapport aux gens qui jouent aux jeux vidéo, vous voyez, les 10-20 ans utilisent plus le métaverse que ceux qui ont plus de 50 ans, ce qui est là-dessus très logique. Et quand on leur demande « Qu'est-ce que vous préférez des concerts, des jeux vidéo ?» Évidemment, j'étais trop vite, événement musical, mais aussi show sur un plateau, émission, débat, interview, 51% des 18-24 ans
sont aujourd'hui sensibles à pouvoir consommer cette offre de format à l'intérieur du métaverse. Autant que faire du shopping. Vous voyez un petit peu ce que vous avez comme capacité. Quelques petits chiffres, 8% des utilisateurs de réseaux sociaux dans le monde ont acheté un NFT, vous vous rendez compte, 8%. 33% des aides qui sont sur des plateformes ont acheté des vêtements numériques, un tiers. 75% des aides ont acheté un article digital dans un jeu vidéo, vous vous rendez compte, 2 tiers. 45% des aides imaginent le métaverse comme des centres commerciaux, 52% des personnes disent prêtes à payer jusqu'à 50 $ pour un produit virtuel. Aujourd'hui, ça tourne aux alentours de 11 et 12 $. 60% d'entre eux imaginent que les marques devraient vendre leurs produits dans le métaverse. 41% pensent que les marques devraient vendre dans les métaverses des vêtements, des produits réels aussi, c'est-à-dire de pouvoir voir des produits et les avoir sur les choix après. Et enfin, 40% des aides et des millennials sont intéressés par l'achat de produits réels ou virtuels dans les métaverses créés par les marques. Donc aujourd'hui, pour la production audiovisuelle, évidemment, il y a des concerts, il y a des mondes immersifs, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est ça permet aux personnes à domicile de lui offrir une diffusion en direct d'œuvres en VR augmenté et de les vivre comme un événement interactif plutôt comme des diffusions unilatérales. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est ce qui est vraiment intéressant, c'est de pouvoir interagir sur le produit format, de voir une version enrichie du produit, et c'est ça que va pouvoir mettre tout ça. Alors, vous avez l'interaction avec le programme, le lier le virtuel et le réel, le proposer une expérience à forte valeur ajoutée, co-brander une offre et surtout perpétuer l'offre avant, pendant et après le programme. Donc, on va véritablement passer d'une culture de communauté à une religion de marque. Pourquoi? Parce que vos formats, c'est un peu pour ceux qui connaissent les socios dans le football, vos formats ont une marque, une notoriété. Et donc, vous avez une fanbase. Et plutôt que de faire du pay média, avoir du pay média pour aller chercher de la fanbase, là, vous allez pouvoir cultiver votre fanbase, votre communauté, qui va générer de la croissance organique. Donc, gratuitement, ils vont devenir des ambassadeurs de la marque de votre format pour aller chercher d'autres personnes qui vont visionner. Alors, fanbase, on est d'accord. Usage, c'est-à-dire que je ne fais pas des NFT pour faire des NFT, aucun intérêt. Je fais des NFT ou je fais du métaverse parce qu'il y a une utilité et que ça va générer un lien plus prégnant avec ma fanbase, que ce soit un lien virtuel et un lien physique. Toujours une interactivité, toujours une connexion avec le réel. Et enfin, on en a parlé au début, c'est évidemment l'économie des intermédiaires. Alors attention, il y a quand même des précautions dans tout ça. Il y a des temps de chargement et des poids, donc il y a des échecs récents. Par exemple, il y a eu un concert sur Meta d'Horizon World. 13 000 personnes se sont inscrites. Comme il y a eu un problème technique et qu'ils n'avaient pas prévu, tout simplement, il y a des gens qui ont attendu 90 minutes pour rentrer dans le concert. Donc, les gens ont dit, mais ce n'est pas la peine. Je ne viens pas dans le métaverse pour avoir une expérience et attendre autant de temps que dans un concert physique. Hein. Et des gens sont rentrés et ils se sont fait exclure du métaverse, du concert, tout simplement parce qu'il n'y avait pas assez de bande passante, il y avait un problème de techno. Donc voilà, il faut faire attention parce que tout ce qu'on va vous parler sur l'usage, c'est super important. Ça va allier votre communauté. Vous allez vraiment faire des relais de croissance. Ça va être génial. Mais si à côté, on sous-estime la dimension technologique, on risque d'avoir du déceptif et que ça plante. Et là, évidemment, en termes d'image, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors, les nouveaux formats complémentaires aux diffusions, les relais de croissance, donc c'est le storytelling, la gamification d'une nouvelle expérience immersive, où le public en est vraiment l'acteur. La monétisation en merchandising des NFT donnant droit à des expériences physiques VIP. Et évidemment, le financement en œuvre, on en a parlé tout à l'heure avec la DAO, qui grâce à la blockchain va fonctionner un peu comme une plateforme de crowdfunding. Soit on crée son propre univers de métaverse, soit on loue ou on achète un endroit dans un univers existant. Pour l'instant, ça coûte moins cher d'aller dans un univers existant plutôt que de créer son propre métaverse, qui d'ailleurs s'appellera du microverse, ça commence, tout simplement parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas interopérable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon avatar qui est sur Decentraland, je ne peux pas le prendre et le mettre sur une autre plateforme. Pour vous, ce qui est, à mon sens, stratégique, c'est ça fait vivre les œuvres et les formats en amont, en aval et pendant, sans limite de temps. Ça va vous permettre aussi de qualifier davantage les datas.
de co-créer des NFT avec les fans, de personnaliser l'offre de votre public, d'accroître les tests programmes. Hein. Vous allez pouvoir tester des programmes, des idées, des concepts. Et enfin, VIPiser la relation fan avec des accès NFT et vous allez vraiment avoir une relation premium avec vos consommateurs. Mais tout ça ne fonctionne qu'à partir du moment où le métaverse est au cœur de votre environnement. Donc, ça veut dire que ça doit être cohérent aussi avec vos réseaux sociaux. Hein. Ça veut dire que si vous ne faites pas déjà l'exploitation de la communauté sur Insta et sur TikTok, ce n'est pas la peine de faire du métaverse. Il faut aussi que l'UX design de votre site soit complémentaire avec TikTok, Insta et le métaverse, ainsi que les plateformes de streaming qui aujourd'hui sont en train de travailler évidemment sur tous ces univers. Et vous avez vu que Disney, notamment avec sa plateforme, on disait tout à l'heure, il y a des plateformes généralistes, hein, Amazon Prime, Netflix et d'autres, mais on a aussi des marques qui sont tellement fortes comme Disney qui créent eux-mêmes leur streaming. Donc là, déjà, elle désintermédie. Et Disney a annoncé aussi la création d'une filiale métaverse pour enrichir l'expérience de ses contenus en amont et en aval et pendant. Voilà, donc nous, on intervient beaucoup d'abord dans la stratégie. Donc nous, on privilégie l'usage à tout ce qui est effet waouh, hein, parce que ça ne sert pas à grand-chose. C'est pour ça qu'on fait des Learning Expeditions et ce qu'on veut faire avec la fabrique des formats, c'est-à-dire avant que vous allez, de toute façon, vous allez être démarché bientôt par plein d'agences, de cabinets, etc. Il faut savoir qu'il y a 14 métiers différents dans le métaverse. Quelqu'un qui vous dit je sais tout faire, ce n'est pas possible. Mais surtout, avant de se lancer, de travailler avec quiconque, essayez au moins de mettre les pieds dedans. Donc, c'est pour ça qu'avec la fabrique, nous allons faire des Learning Expeditions, c'est-à-dire que pendant une journée, vous allez rentrer, mais avec vos petits doigts, avec votre souris, avec votre casque, vous allez rentrer vraiment dans ces univers parce qu'on ne peut pas créer de stratégie, vous la faire partager si vous n'avez pas déjà mis les pieds dedans. Parce que ça serait vraiment vous envoyer au casse-pipe, ce n'est pas l'objectif. D'abord, acculturez-vous. Donc ça, prenez vos crédits de formation, ça ne vous coûtera rien, mais il faut vraiment que vous compreniez le fonctionnement, mais en réel, c'est-à-dire en étant vraiment en action. Vous verrez aussi comment on crée un NFT, comment ça fonctionne réellement, et la même chose avec un avatar, quels sont les différents types d'avatars. Et une fois que vous aurez testé, touché du doigt, ou plutôt des yeux ou du clavier, ces différents univers, vous allez avoir tout de suite votre cerveau, il va être en ébullition et vous allez avoir plein d'idées. Vous allez dire, ah bah oui, tiens, par rapport à ça, je pourrais rajouter ça, etc., etc. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne sur de la stratégie. Voilà. Après, on coordonne des acteurs hein, qui vont être des acteurs de la blockchain, des avatars, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse et qui m'importe, c'est d'abord, vous avez des marques, il ne faut pas les abîmer, il ne faut pas vous griller en partant dans tous les sens. Il faut faire du test and learn dans un premier temps. Il faut faire des choses étape par étape. Il faut savoir où on va, parce que vous avez vu toutes les possibilités. Donc, d'ici 5 ans, vous savez exactement les possibilités qui vous sont offertes. Mais pour ça, il faut y aller étape par étape. Et le plus important, c'est mettez les pieds dans le métaverse avec la fabrique des formats, participez à des formations, vraiment intégrez-vous dedans pour après voir et réfléchir aux relais de croissance qui sont possibles pour vous. Voilà, je suis désolé, j'étais un peu vite. Non, mais tu fais bien, je pense qu'effectivement, là, il y avait plein de choses très, très intéressantes, je pense, sur lesquelles nos différents participants avaient peut-être des questions, voulaient revenir, et donc, du coup, je me tourne vers eux. Est-ce qu'il y avait des questions? Est-ce qu'il y avait des éléments sur lesquels vous vouliez revenir, poser à Frédéric? Est-ce que vous voyez au moins les opportunités ou pour vous, c'est encore un peu irréel et ce n'est pas pour tout de suite? Alors oui, ça paraît irréel et on voit les opportunités, je pense un peu des deux. Moi, il y a un truc qui m'a vraiment interpellée, c'est cette idée de la disparition des diffuseurs et en tant que producteur, de pouvoir toucher directement son public et d'imaginer que dans, je sais pas, alors, Oui, 10, pas tout de 20 suite, mais ans, voilà. voilà, on puisse produire directement comme ça. Je ne sais pas si, du coup, aux États-Unis, il y a déjà des expériences qui ont été faites comme ça. Vous avez déjà l'expérience de Disney qui aurait très bien pu dire bah voilà, on est sur Netflix, on est sur Amazon. Disney a dit je fais direct. On a dans la musique, vous avez aujourd'hui Drake, par exemple, qui s'est retiré de Deezer et de Spotify pour avoir sa propre plateforme. Pourquoi? Parce que c'est une marque qui est connue. Pas se leurrer non plus. Hein.
Alors, du coup, ça vient à une autre question. Dans quelle mesure, en tant que producteur indépendant, on pourra avoir accès à tout ça? Est-ce que ce n'est pas finalement un nouveau relais de croissance qui s'adresse plutôt à des Disney, enfin, voilà, à des personnes qui sont déjà bien en place, quoi? Alors, c'est une excellente question. Et justement, c'est un peu comme au début quand on disait l'Internet. Oui, de toute façon, il n'y a que les gros qui auront leur site Internet. Aujourd'hui, on voit qu'avec le e-commerce, qu'avec l'acquisition de leads, la croissance organique, le paid média, on voit qu'on a des marques petites qui arrivent à challenger les grosses sur le net. Et je pense qu'à terme, on aura ça. Alors, il y aura peut-être aussi des convergences peut-être avec d'autres producteurs indépendants, mais qui ne sont pas concurrents pour alimenter des plateformes, des offres, etc. Mais il y a besoin de bien regarder ça pour pas, alors après, ça c'est un langage que moi, mais pour pas laisser non plus que les gros acteurs, parce que d'abord, on aura un souci de diversité culturelle. C'est-à-dire que si on laisse que les 4-5 gros, bah, ils vendront que ce qu'ils veulent vendre. Et si on veut faire émerger des concepts nouveaux, ça va être compliqué. Vous avez exactement la même problématique que la musique. Hein. Si demain, dans le métaverse, on n'a que les Universal, Sony et les autres, bah, si vous avez un petit chanteur, on va avoir du mal à le faire percer. Et ben là, on a vu qu'aujourd'hui, YouTube a permis de faire émerger des talents qui avaient été rejetés par les autres. Et donc, on voit que YouTube a commencé à être un peu la désintermédiation, et c'est pareil pour les formats. On voit aujourd'hui des formats qui sortent d'abord sur YouTube. Et puis après, des jeux qui peuvent être repris, etc. Donc, on voit que tout ça est en train de s'organiser, et moi, je pense qu'il y a une vraie place à jouer pour les producteurs indépendants. Alors après, pour l'instant, c'est un peu cher, donc je pense que d'ici 2 ou 3 ans, le marché va se réguler et ça va vraiment descendre. Puis vous voyez bien, quand vous avez Meta qui annonce hier qu'ils vont prendre 50% sur la monétisation, vous avez beaucoup qui vont aller ailleurs et qui vont créer leur propre microverse. Hein, parce que vous n'allez pas lâcher 50% de com. Hein. Et justement, est-ce que vous avez un peu un ordre de grandeur, enfin un ordre de prix plutôt sur combien ça coûte concrètement? Alors aujourd'hui, pour faire un avatar, alors je ne parle pas de l'avatar hyper réaliste, hein, comme on a vu, parce que là, on est dans du plus de 100 000 euros, mais un avatar bien fait, qui peut être utilisé dans une vidéo, qui peut être utilisé dans plein de choses, c'est à peu près 15 000 euros. Voilà, un avatar. Mais de bonne qualité. Hein. Bon, pas hyper réaliste, parce que là, avec les yeux et tout, qui bougent avec l'intelligence artificielle, ça, on est plus du domaine des 100 000 euros. Après, quand vous pouvez très bien acheter aujourd'hui un land, ça veut dire sur des Decentraland, un espace qui n'est pas encore construit, l'espace, suivant où vous êtes, c'est un espace qui peut aller de 10 000 à 50 000 ou 100 000 euros, mais vous n'avez pas besoin d'être sur la Fashion Street, par exemple. Mais après, vous avez des designers, c'est des enveloppes à 100 000 euros. Alors après, je ne parle pas de la gamification, vous allez vraiment créer un jeu, mais là-dessus, il faut penser aussi co-branding. Ça veut dire que pour un jeu, ça peut être un co-branding avec une marque. Pour un documentaire, pareil. Pour une série, on voit, et je ne sais pas, peut-être que d'entre vous, c'est vous qui le faites, mais moi, je vois des grandes marques de luxe, hein, il y en a 2 en France, des groupes, qui commencent à réfléchir à un petit peu ce qui vient d'être fait sur Amazon, n'importe quoi, sur Netflix, où vraiment on est dans l'entertainment, où carrément ils produisent un format où le héros ou l'héroïne va être un vêtement ou un collier ou un parfum. Alors, ça ne va pas être avec des gros sabots comme ça, mais à l'intérieur du storytelling, il va y avoir une place importante pour un parfum. Et qui est à l'origine de ça? Ce n'est pas un scénariste qui, un matin, se lève et dit « Tiens, je vais créer une série en mettant où le parfum va jouer un rôle important dans le truc ». C'est tout simplement un parfumeur qui, derrière, finance pour faire la promotion de sa marque à travers un format. Et ça va s'accroître de plus en plus. Parce qu'en plus, c'est diffusable sur YouTube, c'est diffusable sur les réseaux sociaux, sur partout. Et regardez ce qui s'est passé. Alors, je ne me rappelle plus, excusez-moi, mais je ne me rappelle plus du nom de la série sur Netflix il y a 4 mois. Vous savez, où il y avait un vêtement et qu'en fin de compte, les gens ont tellement aimé la série qu'ils voulaient acheter les vêtements qui étaient dans la série qui n'existaient pas. Et donc, le designer, j'allais dire mode de la série, l'a fabriqué, l'a vendu en magasin. Ça veut dire que l'impact de la série Netflix, vous l'avez, comment elle s'appelle? Alors vous allez pouvoir me le dire, mais vous savez,
ah, la série que tous les jeunes regardent sur Netflix, où les gens sont non-genrés, où il y a plein de qui cartonnent, là, comment elle s'appelle? C'est celle qui la cartonne le plus chez les Alpha et Z. On n'est pas assez alpha et Z ici. Bah, moi non plus, hein, je vous rassure. Et donc, cette série-là, les gens vont chez le coiffeur pour avoir la même coiffure que dans la série. Ils veulent acheter le même t-shirt, etc. Donc, ça crée une communauté. Et donc, on va aller de plus en plus vers ces publics-là, vers ce style d'offre de format. Mais il faut que je vous retrouve le nom de la série parce que quand je vais vous le dire, vous allez dire oui, mais c'est vraiment une série iconique qui aujourd'hui, selon les chiffres de Netflix, c'est entre 200 et 300 millions de personnes qui regardent dans le monde entier et qui parlent à la génération des 14-20 ans. On a des suggestions. Ouais, Boris dit Euphoria. Euphoria. Exact, voilà. Bravo, Boris. Bah, y en a qui sont Z, hein. Bravo. Ou Alpha dans la tête, c'est très bien. J'ai une autre question. Oui. Après, j'arrête parce que je peux en poser plein. Mais je voulais savoir, bon, il y a déjà eu l'expérience avec le crowdfunding classique Oui. qui, il me semble, n'a pas tellement marché. Enfin, marche, Non, mais non, parce que c'était uniquement je mets de l'argent. Là, Voilà, c'est vous mettez de l'argent, vous participez à la co-création. Alors, C'est ça. j'ai compris l'histoire de royalties. En fait, ça serait quoi? Ce serait des parts de coproduction qui seraient revendues sous forme de NFT avec Voilà. des smart Alors, contracts. là, aujourd'hui, c'est ce qui est fait aux États-Unis avec la législation américaine. Évidemment, si demain, vous faites ça en France, il faut un peu s'acculturer sur la législation française. Non, mais Les c'est avocats sont possible. tous en train de se tirer les cheveux parce D'accord. que aujourd'hui, le droit, il est mouvant, il n'existe pas. Hein. Donc, il est en train de se construire. Mais surtout, ce qu'il faut voir au-delà des droits de coproduction, c'est que les gens, ils vont acheter et surtout, vous allez vous en servir pour qu'ils vous aident à déterminer un format. Qui puisse être, par exemple, vous allez faire des tests sur le format, sur des idées, donc ils vont coproduire, ils vont coparticiper plutôt. Quand je dis coproduire, c'est coproduire pas sous l'angle d'un producteur. C'est-à-dire demain, là, on est en train de travailler sur des offres où vous allez avoir des grands DJ qui vont proposer des mix, des morceaux de samples, et donc des DJ classiques pourront acheter ces samples pour recréer eux-mêmes une musique à partir de ça. Donc demain, vous pouvez très bien avoir des idées, des concepts de format que vous allez partager avec vos actionnaires, que sont les personnes qui ont acheté vos NFT. Donc vous allez pouvoir tester des idées, tester des fins de fiction, de jeu, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette génération-là veut agir sur le produit ou interagir sur le produit. Ce n'est pas uniquement j'ouvre un compte en banque, vous mettez de l'argent, et puis si ça marche, je vous reverse de l'argent. Et si je comprends bien, ça veut dire qu'ils auront leur mot à dire sur l'éditorial, sur la réalisation. Alors, ils n'auront pas leur mot à dire, c'est que vous allez leur proposer de participer. Ce n'est pas parce qu'ils vont dire que ça c'est bien ou c'est pas bien, vous êtes obligé de faire ça ou ça. Vous voyez? Merci. C'est disruptif, hein? Complètement. Est-ce qu'il y avait d'autres questions qui viendraient compléter celle d'Aïna ou dans d'autres éléments qu'a abordé Frédéric? Où je vous ai effrayé, je vous ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce monde qu'il est en train de me proposer? Il est fou, je ne veux pas habiter dans ce monde-là. Et après, la génération Z, du coup, c'est quoi? Parce qu'il n'y a plus de lettres. Bah, c'est alpha, après Z, c'est alpha. On Il revient n'y a pas sur encore la- les autres parce que Il y a pas les autres. c'est 2010 et ceux qui sont nés après, qui sont nés en 2020, pour l'instant, ils ne sont pas en capacité de consommer et d'être Bon. sur les réseaux. Donc, c'est un peu, pour On l'instant, va on n'en voir si parle vous pas. nous imposez dans quelques. Mais surtout, ce qui est important pour vous, c'est de pouvoir faire vivre le format avant et après sa diffusion. C'est ça qui est intéressant. C'est que vous allez, on va dire, je ne consomme pas, alors, dans une marque ailleurs, on appellera ça des touchpoints, mais votre touchpoint qui est le visionnage de l'épisode ou du jeu, même s'il y a un replay, il n'y a qu'un seul touchpoint, on le voit une fois. Sauf si on est fan, on va le voir 50 fois, mais la consommation, elle est dans un temps restreint. Là, vous allez pouvoir augmenter la consommation avant et après, Et si j'ai bien grâce compris, à des expériences. Voilà. mais si j'ai bien compris, des jeux où en général il y a déjà une fan base déjà présente. Ouais. C'est compliqué, j'imagine, pour des créations, mais peut-être des jeux qui sont déjà. Et oui, en tout cas, mais ça veut pour- dire qu'en amont, je vais faire vivre toute une communauté avant même que je vois la diffusion du jeu. Donc, je vais m'en servir en teaser, quoi. Hmm. Et donc, ça va me permettre
de transformer les gens qui participent en ambassadeurs et de faire de la croissance organique. Et c'est ça qui est intéressant. Complètement. Eh bien, est-ce qu'il y avait encore d'autres questions avant qu'on mette fin à cette session de webinaire ou pas de la part des différents créateurs, producteurs, présents, auteurs pour certains? Non, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous aviez des questions, vers Frédéric, évidemment, même en vue du coup des sessions qu'on vous proposera prochainement Alors, comment tu les as appelées exactement? Tu avais un nom? Alors, c'est ce qu'on appelle des Learning Expeditions. Learning Expedition. Voilà, mais Voilà. on va appeler ça des formations, ça va être aussi simple. Des Mais formations. c'est vraiment, moi je vous conseille. Après, je pense que vous allez bientôt être sollicité, peut-être dans un an, etc. Mais avant de travailler avec, peu importe avec qui vous voulez travailler, mais il faut vraiment que vous mettiez les pieds dedans. Parce que là, je vous ai fait voir des images, mais il faut le vivre. Vous voyez, par exemple, moi j'ai fait des formations dernièrement avec des grands directeurs de marketing. Donc, par exemple, autour de vous, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais joué aux jeux vidéo? C'est pas une honte, hein, vous avez le droit de le dire. Hein. Moi, j'ai jamais joué. Bon. Alors, par exemple, quand j'étais avec une directrice marketing qui était comme vous, qui n'avait jamais joué, je la fais aller sur Sandbox, elle me dit, mais pourquoi on marche? Pourquoi on marche pour aller d'un univers à l'autre? Pourquoi on ne va pas d'un univers à l'autre? Pourquoi on marche? J'ai dit, parce que c'est le principe de la gamification, du jeu. C'est qu'il faut se déplacer. Et ça, elle ne comprenait pas, parce qu'elle n'avait jamais joué aux jeux de vidéo de sa vie. Donc, pour elle, mais quelle ineptie de se retrouver dans du virtuel et être obligé de marcher, de prendre des escaliers, d'aller sur un bateau. Quel est l'intérêt d'ouvrir une porte? Voilà. Et donc, ça, vous ne pouvez pas le comprendre tant que vous n'avez pas été dans l'univers. Ça, c'est impossible. Et puis, oui. Juste sur la technologie, je discutais avec des gens de Logical Picture il y a quelques semaines et ils avaient l'air de dire, je pense que tout le monde voit à peu près ce que c'est, ils sont assez avancés sur ces questions-là, mais ils avaient l'air de me dire que la technologie n'était pas encore vraiment prête pour tout ce qui est… Alors, pour l'instant, par exemple, si vous prenez Sandbox, ils sont en bêta, mais l'année prochaine, ils seront bons. Decentraland, vous pouvez déjà y aller. Horizon World, c'est pour 2023. Mais aujourd'hui, vous pouvez déjà, ne serait-ce qu'avec des NFT, sans pour autant aller à des espaces immersifs, vous pouvez déjà offrir des choses par rapport aux NFT. Alors, par rapport aux NFT, oui. Par rapport… ça va être 2023. Aux NFT, Digital Collectibles dans le métaverse, OK. Mais en revanche, pour ce qui est du crowdfunding via les NFT, avec la redescente des droits et tout ça, on y est pas. Mais ça va aller très vite. Regardez, moi je vais prendre un exemple dans la musique. Par exemple, vous avez Booba qui a vendu des NFT de son dernier album, de son clip vidéo. Il en a vendu plein, c'était à peu près 20-25 $ pièce. Il en a vendu en 24 heures pour 800 000 €. Okay. Ensuite, vous avez Nas, qui est un rappeur américain, qui tout simplement a dit, voilà, avec les NFT, vous allez contribuer à mon album et en contrepartie, je vous cède mes royalties, une partie des royalties. Et donc, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Comme vous êtes associé, c'est classique, c'est de l'actionnariat salarié, vous êtes associé, donc vous avez tout intérêt à ce que beaucoup de gens écoutent la musique, donc vous allez devenir des ambassadeurs, des VRP de votre artiste pour que tous vos amis le téléchargent parce que vous êtes impliqué dans l'affaire. Et justement, comment se passe du coup le reversement? Par la blockchain. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il faut. Alors, au-delà du côté qui peut être un peu fun du métaverse avec les avatars, etc., ce qu'il faut vous rendre compte, c'est que la blockchain, et on en a parlé en préparant cette intervention, mais aux États-Unis, ça démarre très fort. La blockchain, il faut savoir que c'est la désintermédiation pour beaucoup de secteurs. Alors, pour certains secteurs, c'est la traçabilité, quand vous êtes dans la traçabilité d'un produit, etc. Mais pour beaucoup, c'est la fin des intermédiaires. C'est comment je fais pour avoir une relation sécurisée directe avec mon consommateur final. Et là, on a des plateformes qui commencent à se monter aux États-Unis sur la cession de droits audiovisuels, je dis bien audiovisuels, directement avec les gens qui vont les consommer. Donc, vous avez vraiment intérêt à bien regarder, et je crois que la Family Pharma va regarder aussi ça de leur côté, mais de bien regarder
toutes les expériences de gestion de droit et de diffusion de droit. Moi, je sais que dans une autre fédération, mais là avec laquelle je travaille, qui est sur la musique, ça part à une allure folle. Et évidemment, les producteurs se disent « mais moi, je deviens quoi dans l'histoire ?» Parce que si mon artiste peut directement produire et vendre, ben moi, je sers à quoi, moi Parce que s'ils font de la DAO, qu'ils lèvent les fonds, et ben, je fais quoi, moi? Mon métier devient quoi? Donc, ils ont aussi intérêt à intégrer toute cette offre et cette palette d'outils pour pouvoir répondre aux desiderata de d'artistes, parce que sinon, vous savez, hein, l'artiste, bon, c'est moins le cas pour vous, mais l'artiste, il regarde les zéros qui est à la fin du chèque. Et si demain, c'est des GAFAM qui viennent vous voir et qui mettent des zéros, le producteur, ça va être compliqué. Mais sur la gestion des droits, regardez bien, parce que la blockchain est quelque chose d'extrêmement important et qui va disrupter le monde de la gestion et de la répartition des droits. Et notamment dans l'audiovisuel. Regardez bien ce qui se passe aux États-Unis. Alors, certes, ils n'ont pas les mêmes règles, le même droit sur la gestion des droits, mais n'oublions pas que quand on va pouvoir consommer, on va consommer extraterritorialité. Ouais, mais justement, moi je me pose la question dans quelle mesure en fait la législation française va nous permettre d'aller assez vite là-dedans. Parce que quand je vois Alors, justement Logical Picture, ils me disaient que pour leur fonds d'investissement, donc qui sont en train de créer avec la blockchain pour justement investir dans des œuvres audiovisuelles, ils ont mis 18 mois à avoir un accord de l'AMF, qui est quand même nécessaire pour lancer ça. C'est pas. Enfin, alors, aujourd'hui, on a déjà plein d'acteurs qui commencent à être ASPN. Hein. Donc, en gros, vous êtes agréé par l'AMF pour vendre des assets digitaux et évidemment des levées de fonds digitaux, mais ça s'accélère très vite. Le droit, comme d'habitude, le droit, il suit le mouvement. Aujourd'hui, le droit ne peut pas être en avance, ce n'est pas possible. Vous avez vu que déjà le Parlement européen vient de se positionner, notamment sur les cessions de NFT. Donc ça commence, mais le droit va venir. Et il y a un autre acteur que vous connaissez tous qui s'appelle la DLF, hein, la Direction de la législation fiscale, qui est en train d'y travailler, hein, vous inquiétez pas. okay. Ils ne vont pas laisser passer des taxes sur les revenus qui seront générés par les NFT dans le métavers. Ça, il ne faut pas se leurrer. Après, la seule problématique comptable, c'est quand vous allez faire des NFT qui sont achetés par des cryptos, c'est qu'il faut prendre la même habitude ou les mêmes ressorts que quand vous gérez de la devise. Parce que la devise, elle fluctue et vous prenez des assurances de risque, des couvertures de risque sur la devise, et avec les cryptos, c'est ce qui va être fait aussi. Encore que, ce matin, il y a une annonce, donc il y a une banque française qui accepte les cryptos, c'est la première, donc il ne faut pas se leurrer, hein, les autres vont suivre derrière. Alors, c'est une banque privée qui n'est pas très connue, mais je sais que les gros majors de la finance sont en train de regarder comment elles vont gérer la crypto, parce que quand elles voient les sommes qui sont échangées, elles disent on ne peut pas rester en dehors, ce n'est pas possible, parce que sinon, si tout se fait sans les banques, pareil, à quoi on sert, nous les banques? Et sur la crypto, ce qui est intéressant, c'est qu'on vient de voir, alors, il y a Mastercard qui va bientôt accepter le fait de pouvoir acheter des NFT via Mastercard sans crypto. Ça veut dire qu'avec votre carte, avec vos euros, vous allez déterminer à Mastercard quelle crypto vous voulez utiliser, mais vous n'allez pas acheter de la crypto pour acheter, vous allez directement acheter avec vos euros qui vont être transformés en crypto et vous allez pouvoir acheter des NFT. Donc, vous voyez, ça va. Moi qui ai un petit peu de cheveux blancs par rapport à vous tous, quand je regarde en arrière, c'est quand même la première fois que je vois en si peu de temps une accélération technologique aussi forte et des usages aussi forts. On disait ça déjà quand Internet est arrivé, mais là en 6 mois, vous avez des technos qui arrivent et ça va à une vitesse, avec l'intelligence artificielle évidemment et la physique et le calcul quantique, etc. Mais c'est un truc de fou, quoi. Et ça va très très vite. Donc, ce qu'il faut, c'est pas non plus y aller fleur au fusil en disant il faut absolument que j'y aille. Non, aucun intérêt. Et pour terminer, ce que je veux vous dire, c'est que d'abord, pensez stratégie. C'est-à-dire, quelle est l'utilité d'y aller? En gros, le choix d'aller dans le métaverse ou le choix de faire un NFT ou un avatar doit découler d'une stratégie. Parce que vous voulez toucher un type de public, parce que ceci, parce que cela. Et surtout, test and learn. Petit à petit.
C'est pas la peine. Moi, j'en sais rien si dans 4 ans, Decentraland existera ou à l'époque, ou dans 4 ans, ça sera peut-être un autre univers qu'on ne connaît pas aujourd'hui et qui aura 200 millions de visiteurs par jour. Là, je ne peux pas vous le dire, je n'en sais rien. Donc, c'est pour ça, test and learn. Et puis, je reviens au basique, réalité augmentée. Ça ne coûte rien. Aujourd'hui, vous pouvez l'utiliser sur tout. Dans vos jeux, dans vos docus, dans vos fictions, pendant que les gens visionnent. Un abonnement aujourd'hui pour avoir de la réalité augmentée, c'est-à-dire que vous, derrière, vous allez créer les liens, vous allez créer la 3D, vous allez créer les pop-up, c'est 5 000 € par an. Donc, c'est que dalle. Et vous allez rendre interactifs vos formats sans développer des 100 000 €, des 300 000, etc. Donc, déjà, partons des basiques. Il y a déjà la réalité augmentée qui permet des choses. Mais ça, c'est qu'en visionnage. Et le plus important en termes de stratégie pour vous, moi, je pense, c'est vraiment alors au-delà de la gestion des droits, de tout ce qu'on a dit sur la blockchain, c'est de faire vivre vos œuvres avant et après leur diffusion. Parce que là, vous allez pouvoir le monétiser davantage. Merci beaucoup, Frédéric, pour Merci ces à vous. précieux Désolé conseils. d'avoir dépassé le temps. Non, au contraire, puisque ça a donné lieu à une discussion vive et intéressante. Merci aussi beaucoup aux participants, à Aïna pour tes questions aussi et à tout le monde de votre présence pour cette rencontre. Donc, on a hâte. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à nous renvoyer un message. En tout cas, on est là. Et voilà. Merci à tous. Du côté de la Fabrique des formats, pour ce qui est des prochaines rencontres, comme prévu, on en aura avant l'été. On vous enverra des mails pour ces rencontres pour nos adhérents, mais aussi autre rendez-vous qui arrive très vite, c'est la semaine prochaine, jeudi prochain, même heure à midi, pas à 13h. Du coup, le talk format qu'on vous propose, ce sera le 3e numéro, donc c'est ouvert à tous également. Ce sera dédié au factual, voilà, ce genre audiovisuel que pour la plupart connaissez, mais voilà, donc toutes ces émissions type Bienvenue chez nous ou encore un dîner presque parfait sur aussi les potentialités. Notre invitée, ce sera Laetitia Lamic, directrice générale du coup de Coyote Conseil, adjointe de Coyote Conseil, qui sera là parmi nous pour nous parler un peu de ses expériences justement autour de ça. Ça risque d'être assez intéressant. Donc, on a hâte de vous retrouver pour cette rencontre. Voilà, et n'hésitez pas à en parler autour de vous d'ailleurs aussi. Voilà, merci à vous. Cette rencontre, comme je le disais aussi en début, est disponible en replay. Donc voilà, on pourra la mettre s'il y avait des éléments que vous vouliez revoir et en même temps qui donneraient lieu à d'autres questions pour Frédéric. Encore un grand merci et à très vite. Merci à vous. Au Merci revoir. beaucoup. Merci. Merci, bonne journée. Merci.